Chantal Hébert, qu'on retrouve encore cette saison. Bientôt, j'aurai terminé le carrousel des rebonjours pour tous les panélistes. Alors, Chantal, bonsoir. Véronique, on s'est déjà vu. Bonsoir. Bonsoir. Et Hélène, on s'est déjà vu également. Bonsoir. Bonsoir. On assiste à une surenchère dans l'offre politique des acteurs politiques qui tentent de trouver la façon peut-être originale qui va percer dans l'imaginaire des électeurs pour soulager le coût de la vie, qui est devenu le sujet numéro un. On écoute, ils avaient leur caucus de rentrée et chez Québec solidaire et au Parti québécois. On écoute Gabriel Nadeau-Dubois et Paul Saint-Pierre Plamondon. François Legault rencontre pas souvent des gens qui font leur épicerie ou Dollarama, puis ça paraît. Il sait pas c'est quoi, lui, vérifier son compte accéder avant d'aller faire l'épicerie. Nous, on va y rappeler à chaque jour la réalité des Québécois puis des Québécoises qui étouffent avec un coût de la vie qui explose. Ce matin, mes collègues et moi, on prend un engagement auprès des Québécois et des Québécoises. À chaque jour de la prochaine session parlementaire, Québec solidaire va poser à la CAQ une question sur le coût de la vie. Et j'annonce tout de suite, d'entrée de jeu, que ma première question à la rentrée à l'Assemblée nationale, ma première question au premier ministre, portera sur l'inaction du gouvernement en matière de coût de la vie. Alors, Chantal, il y a quelque chose d'inévitable là, c'est le sondage, le grand sondage léger de la rentrée montrait que c'était le sujet de préoccupation numéro un. Donc, l'offre politique tente de s'ajuster, là. Oui, mais s'ajuster, c'est comme ce qu'on a sous le nez, c'est l'évidence même. Et il faut s'entendre là, sur ces questions-là, la question du coût de la vie. C'est l'opposition qui a la partie facile. On le voit à Ottawa, on va le voir à Québec. C'est facile et c'est payant de talonner le gouvernement sur ces questions-là parce qu'aucun gouvernement, qu'il soit fédéral ou provincial, va arriver avec une solution magique qui fait que demain matin, vous parliez de taux d'intérêt là, et de la Banque du Canada un peu plus tôt, il n'y a personne qui peut dire au gouverneur de la Banque du Canada de dire on lâche un peu notre politique de taux d'intérêt élevé. Donc, c'est dans la logique des choses, surtout quand on a une élection complémentaire qui s'en vient et qu'on va aller faire du porte-à-porte pour dire nous, on a des solutions. Malheureusement, on n'est pas au gouvernement. Véronique et Hélène, même QS, ce matin, lors de sa présentation, il a été donc question du coût de la vie, évidemment, et pas qu'on a oublié les changements climatiques, mais à une question de journée, on dit hey, « vous en parlez pas », mais oui, bien sûr, ils vont en parler. Mais on voit là qu'on veut montrer qu'on est au diapason avec les lecteurs, mais les moyens ne sont pas si évidents, là, Véronique. Non, comme le disait Chantal, est-ce que ces partis-là vont être en mesure de proposer des meilleures solutions? Pas certaines, mais je trouve qu'on voit clairement le fractionnement des partis d'opposition parce que dans la dernière année, Québec solidaire se démarquait en parlant d'environnement, les libéraux en parlant d'économie, Parti québécois en parlant de souveraineté. Et chacun avait son cheval de bataille. Puis là, ils ont tous le même cheval. Alors, le défi, ça va être lequel de ces partis-là va être le plus en mesure de se démarquer. J'ai l'impression qu'ils vont tous dire à peu près la même chose, finalement. Hélène, sur la scène fédérale, on le voit depuis plusieurs mois. M. Poilievre parle de ça, c'est son clou, c'est sa ligne d'attaque en disant les déficits accentuent la pression sur les taux d'intérêt, etc. Là. Oui, en fait, c'est intéressant parce qu'à Ottawa, vous avez deux partis qui, en apparence, ne se ressemblent pas du tout à chaque extrémité du spectre politique, le Parti conservateur d'un côté, le NPD de l'autre, mais qui, en fait, tiennent des discours très, très, très similaires sur le coût de la vie, sur la population qui en arrache, et donc qu'il faut se rapprocher d'eux. Effectivement, les solutions varient énormément d'un parti à l'autre. D'un côté, les conservateurs disent, eh bien, c'est les dépenses soutenues du gouvernement fédéral qui alimentent cette inflation. Et donc, la solution conservatrice, c'est de dire, on arrête de faire des déficits. Arrêter de faire déficit, ça veut dire dépenser des dizaines de milliards de dollars de moins à chaque année. Et donc, l'idée étant, ça va ralentir l'inflation. Et donc, d'ici le renouvellement des hypothèques dans 2 à 3 ans pour un grand nombre de citoyens, les taux d'intérêt auront rebaissé. À l'autre extrémité, vous avez l'NPD
Lui, sa solution, c'est plutôt, semble-t-il, encore d'envoyer des chèques à la population. On va en reparler plus tard, mais il y a cette rumeur là, le NPD réclamerait un nouveau doublement temporaire là, du crédit de la TPS, ce qui coûte à peu près 2,5 milliards de dollars à chaque fois au gouvernement fédéral et qui prend la forme, finalement, d'un chèque envoyé à peu près, je crois, 11 millions de foyers. Oui, on va en reparler. Dans quelle mesure le NPD ne veut pas, entre guillemets, profiter de la faiblesse relative de M. Trudeau dans leur mariage. Mais je reviens, pour conclure, sur cette offre. Bon, le Parti québécois, Véronique, parle de redonner 1,5 milliard des surplus d'Hydro-Québec aux Québécois pour un bon d'épicerie. QS dit on va talonner, mais encore une fois, je repose la question. Les électeurs peuvent se demander est-ce que la classe politique n'est pas finalement impuissante, dans une grande mesure, face à ces mouvements-là, Véronique? Absolument, d'autant plus que toutes ces mesures-là que vous venez d'évoquer, c'était des mesures qui avaient été annoncées l'an dernier. Dans la campagne électorale, il n'y en a pas des nouvelles vraiment pour faire face à la situation actuelle. Alors, est-ce que les partis vont être toujours en mesure d'amener quelque chose de nouveau, des mesures qui, à chaque fois, vont pouvoir répondre à la situation du jour? Je ne sais pas, d'autant plus qu'ils n'ont pas nécessairement tous des économistes ou des gens vraiment formés en la matière au sein de leur caucus, là. Très bien. Chantal, on va passer, parce que le lien est direct au sujet 3, qui était le 3, qui est le 2, enfin, je me comprends. Parce que le débat sur la scène fédérale est intéressant. On va revoir tout à l'heure les sondages. M. Trudeau est en net recul, si on en croit en tout cas tous les sondages qui s'entendent. Est-ce que le NPD ne va pas justement, Chantal, en profiter pour l'année qui vient pour augmenter les demandes auprès du gouvernement libéral? Oui, jusqu'à un certain point, mais certainement. Et il y a des raisons de calendrier aussi qui militent en ce sens-là. Et pourquoi? Parce que M. Singh va rencontrer ses militants au mois d'octobre pour la première fois depuis qu'il a conclu cette entente avec les libéraux. Et il va faire face aussi à un vote de confiance qui va porter finalement plus là-dessus que sur ces résultats médiocres électoraux. Il n'y a rien dans les sondages qui prédisent un avenir ensoleillé au NPD. Donc, la chose à faire, c'est de dire, regardez l'influence que nous avons. Et croyez-moi, à la lumière des sondages, ils vont trouver des gens très, très, très parlables de l'autre côté de la table, du côté du gouvernement. Problème, néanmoins, les libéraux voudraient projeter une image de rigueur budgétaire, mais en même temps, ils veulent absolument que le NPD demeure leur allié. Alors, ça va être intéressant à voir dans la mise à jour budgétaire de l'automne comment on réussit à concilier tout ça et encore plus au budget du printemps. C'est très intéressant parce que, justement, ça va devenir une équation presque insoluble. On veut rassurer les électeurs parce que les conservateurs montrent qu'on n'est pas dépensier. En même temps, Hélène, le NPD va forcer à dépenser plus. Ben oui, en fait, ils sentent l'odeur du sang. Lorsqu'on regarde les sondages, on voit bien que n'importe quel premier ministre qui est autant en retard sur son principal rival ne veut pas aller en élection avec de tels chiffres. Alors, dans un tel contexte, votre appui, celui du NPD, pour vous garder au pouvoir, il vaut de plus en plus cher. D'où cette idée de réclamer un nouveau doublement crédit de la TPS. Là, à chaque fois, c'est un montant de 2,5 milliards de dollars. Il pourrait y avoir, techniquement, je vais faire un peu de politique spéculation ici, mais les libéraux pourraient décider d'utiliser un tel scénario pour se recentrer un peu, parce qu'on comprend bien qu'à la prochaine élection, justement, les conservateurs vont taper sur ce clou d'une absence de rigueur budgétaire. Où sont les libéraux responsables fiscalement? On sait qu'il y a de tels libéraux qui sont déçus de l'équipe Trudeau, les gens comme Bill Morneau, l'ancien ministre des Finances, et sa suite. Peut-être que les libéraux pourraient amorcer un recentrage financier, dire, bon, on va essayer de faire preuve d'un petit peu plus de rigueur. D'ailleurs, il y a cet exercice là, de récupérer 15 milliards de dollars et de profiter des exigences du NPD pour dire, non, on le fera pas, et faire une élection en se présentant comme un pôle entre les deux. Mais je ne crois pas que ça va arriver. Je pense que M. Trudeau risque plus de ressortir son chéquier. Oui, Chantal, je voulais réagir. Véronique, j'arrive à vous après, mais juste un mot sur... C'est parce que il est pris un le peu, lendemain matin... Oui. Non, mais le lendemain matin de cette annonce-là, il n'a rien fait pour les gens qui se plaignent du coût de la vie.
Il n'a rien fait vraiment pour réduire le déficit parce que ça va prendre des années. Alors, il se retrouve un peu gros gens comme devant. Pas évident, là. Alors, PLQ, Véronique, votre collègue hier a parlé à Dominique Anglade, qui a... Je suis... C'est pas un jugement sur ce qu'elle a dit, mais elle n'a pas dit grand-chose. Elle ne veut pas se lancer dans la grande analyse politique, disons ça comme ça. Elle ne veut pas jouer à la belle-mère, comme elle a dit. Donc, Mme Anglade, qui est au HEC, puis tout va bien. M. Couillard, qui était à la radio ce matin, on lui a demandé pourquoi il n'y a personne qui veut être chef du Parti libéral du Québec. M. Couillard, voici sa réponse. Peut-être parce que personne n'a dit de façon explicite c'est quoi le libéralisme, c'est quoi les orientations classiques du Parti libéral du Québec. Pourquoi veut-on militer au Parti libéral? Pourquoi veut-on éventuellement diriger le Parti libéral, former un gouvernement basé sur ce programme politique-là? Il faudrait peut-être qu'on l'entende. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup entendu au cours des dernières années. Alors, je vous rappelle, ceux qui n'étaient pas avec nous au cours des derniers jours, ils ont à peu près tous dit non. Marois Risky, on va voir un tableau, André Fortin, Monsef Diraji, Marc Tanguay, Alain Reyes. Et là, il reste qui? Il reste Frédéric Beauchemin dans le caucus, mais peu connu, que vous ne verrez pas, là, mais je vous le dis, Frédéric Beauchemin. Lightbound, député fédéral de Québec, il ne voulait pas aller à la partielle, voudra-t-il, mais est-ce que... Et il reste, dans l'esprit de beaucoup de libéraux du Québec, François-Philippe Champagne, mais qui est très occupé au fédéral. Bref, tour de table. Véronique, éventuellement, il va falloir que quelqu'un y aille, là. Bien, c'est clair, parce que ce serait catastrophique pour le Parti libéral qu'il n'y ait pas de course, qu'il y ait un deuxième couronnement, parce que, je vais dire un deuxième couronnement, même s'il y a des militants libéraux que je sais qui ne sont pas d'accord avec moi. Dominique Anglade, là, la course contre Alexandre Cusson, l'ancien maire de Drummondville, avait été tellement courte, il s'était désisté tellement rapidement qu'en réalité, il n'y en avait pas vraiment eu de course. Puis quand il n'y a pas de course, bien, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de médiatisation, il y a beaucoup moins de visibilité, ça ne permet pas aux candidats de gagner en popularité, de débattre d'idées. Puis quand une course comme ça, quand il n'y a pas de course finalement, puis que ça tombe dans l'ignorance, bien, ça ne galvanise pas les militants, ça les regroupe pas, ça fait pas signer des cartes de membres. Puis ultimement, ça ne permet pas d'aller chercher davantage de financement. Puis il y a de plus en plus de militants qui se demandent, bon, bien, si personne veut se présenter, personne de charismatique, là, le messie, comme on dit, s'il y a personne qui le fait, est-ce que ça veut dire qu'on est dans un purgatoire qui va durer encore longtemps, puis que même le prochain chef du Parti libéral va être encore un chef de transition? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient ça de Dominique Anglade. Oui, qu'est-ce qu'il veut dire quand M. Couillard dit c'est qu'il n'y a personne qui ose afficher les valeurs du libertarisme, pas du libertarisme, du libéralisme, pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'il veut dire, Chantal? En décodant là, brutalement, peut-être qu'il veut dire un débat d'idées, comme des idées, qui distinguerait le Parti libéral de ses autres partis. En avez-vous entendu récemment? Parce qu'on parle toujours de positionnement, le fédéralisme, la souveraineté. Mais moi, j'ai entendu cette entrevue-là avec Philippe Couillard et je me suis dit, sous ces grands mots, il y a une phrase très brutale qui s'appelle « Avez-vous des idées à nous proposer? » Et dans le moment, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui va nous ramener au pouvoir, pas quelqu'un qui va nous ramener des idées. Le problème, c'est au fédéral, quand un parti se fait exclure du pouvoir, généralement, il passe à travers 3 chefs. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avancer des idées, qui veut être le Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti libéral? Parce que je vous rappellerai qu'il y a 1 an, on ne parlait pas de Paul Saint-Pierre Plamondon comme un chef qui allait ramener le PQ vraiment sur la carte. Mais comme quelqu'un qui était le chef dont on devait se contenter. Regardez où on est aujourd'hui. Alors, c'est dur pour les libéraux d'accepter ça parce qu'ils se voient encore comme un parti qui devrait être au pouvoir. C'est une erreur s'ils ne se sont pas. Hélène? Bien, moi, je pense que peut-être que des gens doivent regretter aujourd'hui d'avoir poussé aussi rapidement Mme Anglade vers la sortie. Vous le disiez tout à l'heure, cette idée de chef de transition, je pense qu'en ce moment, on est dans une situation, on est dans une conjoncture particulière faisant en sorte qu'elle n'est pas propice au Parti libéral du Québec. Bon, oui, il doit proposer des idées, etc., mais il n'en reste pas moins qu'il est pris en sandwich, je pense, d'une part, entre la CAQ qui lui vole un peu
le thème économique, et pourrait-on dire le Québec solidaire de l'autre côté qui lui vole tout le thème d'identité, de respect des droits de la personne, etc., la charte, etc. Le Parti libéral, finalement, n'incarne aucune idée qui n'est pas reprise par au moins un autre parti politique. Mais la CAQ n'est pas éternelle. Un jour, François Legault partira. Qu'est-ce qui arrivera ensuite? C'est là que peut-être une occasion se présentera à nouveau pour le Parti libéral. Alors peut-être que Mme Anglade aurait très bien pu faire l'affaire jusqu'à la prochaine élection. Mais voilà, on est rendu à cette époque des chefs jetables, une défaite et allez hop à la sortie. Personne n'a le temps de s'ancrer dans le métier, de gagner en prestance. Pensons par exemple à un Gilles Duceppe qui avait été profondément ridiculisé en 97 avec son bonnet et qui était par la suite, à force de persévérance, devenu un incontournable au Québec. On ne reste plus, vous dites. Et d'ailleurs, elle a dit, la seule chose peut-être qu'elle a dit dans l'entrevue, c'est qu'au lendemain de l'élection, le soir même, elle savait qu'elle allait partir, Véronique. C'est peut-être dans l'entrevue avec votre collègue hier. Mais oui, c'est qu'on ne reste plus. Puis là, parce que c'est un travail de moine à faire. C'est un travail de solitaire. Oui, Véronique. Bien, je comprends le point d'Hélène, que c'est vrai que peut-être qu'un chef doit, dans des moments comme ça, persévérer puis dire « je vais m'accrocher » puis ça. Mais d'un autre côté, quand tu perds une élection comme ça, avec une défaite aussi grande que celle qu'a connue le Parti libéral, c'est un désaveu, là. C'est un désaveu de la population, puis un désaveu qui survient pas longtemps après à l'intérieur du caucus avec toute l'histoire de Marie-Claude Nichols. Alors, je vois pas comment Dominique Anglade aurait pu rester dans ces circonstances-là. Puis ce qu'a dit Philippe Couillard, moi, peut-être que je me trompe, mais je l'ai quand même un peu perçu comme une critique voilée là, envers Dominique Anglade quand il dit « il n'y a personne qui parle des vraies valeurs libérales ». Dominique Anglade était constamment critiquée à l'interne comme quoi c'était pas une vraie libérale, c'était pas une vraie rouge, puis qu'elle comprenait pas l'héritage de ce parti-là. Alors, qui voulait sauver la chèvre et le chou, là, Chantal, c'est un peu ça. Oui, mais quand même, quelque part, quand on regarde le Parti libéral du Québec, on s'entend là, que quand le Parti libéral du Québec a été en difficulté dans le passé, il y a beaucoup de gens à l'extérieur du Parti libéral du Québec, je pense à Ottawa, entre autres, qui se disaient il faut sauver le soldat du Parti libéral du Québec parce que référendum. Et donc, rappelez-vous, on était là tous les deux, on a envoyé Jean Charest. Mais là, il n'y a plus ce besoin-là. Il n'y a pas de gens qui disent... Non, il n'y a plus de gens qui disent à François-Philippe Champagne, il faut que tu y ailles. Oui, mais il y en a qui rêvent à lui en maudit. Très bien, très intéressant. Chantal, Véronique, Hélène, merci beaucoup. Bonne soirée.